Alléluia! La justice doit garantir la paix sociale. Et ce soir, nous débattons avec des ministres qui ne semblent pas en saisir l'importance. À travers votre projet de loi, c'est le système judiciaire français que vous chamboulez. C'est le principe même du procès que vous remettez en cause. C'est son anatomie, son architecture que vous cherchez à modifier. Pourtant, tant de questions se posent autour d'un projet aussi complexe que celui-ci. Des questions d'ordre judiciaire, d'ordre médiatique et d'ordre technique. Je suis tout d'abord embêté parce que vous faites une sorte d'appel à la popularité en nous disant que 53% des Français ne font pas confiance en le système judiciaire français. Cela ne veut en rien dire que votre projet de loi est souhaitable. De la même manière que, disons, je dis n'importe quoi, 80% des Français pensent qu'il faille garder la cigarette légale, cela ne veut pas dire qu'elle est bonne pour notre santé. Vous dites ensuite que la France n'est pas uniquement sa capitale, elle n'est pas réduite à Paris, et qu'à partir de là, tous les citoyens devraient avoir accès, devraient pouvoir regarder les procès. Dans ce cas, pourquoi ne pas simplement faire des diffusions en direct? Parce qu'une diffusion en direct, après tout, c'est une diffusion à la télévision, et non pas une manière de se connecter en donnant un identifiant pour ensuite recevoir un token et complexifier encore plus les choses. Commençons, si vous le voulez bien, par parler de principe, car la justice est et se doit d'être égalitaire. Elle ne fait aucunement preuve de favoritisme. Tout le monde est au même niveau dans la neutralité la plus complète. Tous les acteurs du procès, défense comme accusation, victime comme accusé. Et ce, de par leur disposition même dans la salle du tribunal, de par la manière dont on les appelle pour aller plaider. Tout le monde est sur le même piédestal. Et la dynamique des choses, la dynamique de ce procès ne sera amenée à changer qu'au fil des éléments qui seront donnés, que ce soit les témoignages, les plaidoiries ou encore les pièces à conviction. Et le verdict final ne sera rendu que par le juge. Et celui-ci doit pouvoir rendre sa décision finale sans qu'il n'ait à subir une pression d'une mise en scène particulière comme la vôtre, ou encore d'une forme de complexification de la chose. Et monsieur, je prendrai votre question. Merci. S'il vous plaît, répondez-moi. De quoi la justice tire-t-elle sa légitimité? La justice tire sa légitimité du simple fait qu'elle doit garantir une paix sociale. Et à partir de là, peut-être que les Français n'ont pas confiance en la justice en France, mais l'idée n'est pas de complexifier encore plus la chose, plutôt de rétablir une confiance entre le peuple et la justice, chose que vous ne proposez pas à travers votre projet de loi qui ne fait que compliquer les choses. Maintenant, on pourrait arguer que ça n'y changerait rien, car de toute façon, la justice doit être rendue, que ce soit filmé ou non. Mais dans ce cas, ce serait négliger les effets sur le déroulement du procès. À quel moment savoir quand tel doit se connecter ou tel doit faire sa demande de connexion? Vous ne détaillez pas complètement cela. Au moment même du procès, comment est-ce que cela va se dérouler? Il peut y avoir des retards, des problèmes de connexion. Comment pallier à tous ces problèmes finalement? Vous ne répondez pas à la question. Et d'une manière ou d'une autre, vous élargissez l'audience à un public bien plus vaste. Et même si ce n'est pas diffusé à la télé, c'est quand même un jeu dangereux que vous jouez, parce que vous ouvrez la porte à d'autres dérives, telles que le harcèlement ou les menaces. Comment pouvez-vous avoir un contrôle ferme là-dessus, lorsque vous laissez éventuellement à des gens que vous pensez être bons se connecter pour assister au procès dont il est question? C'est triste à dire, mais c'est la réalité des choses. Les gens ne sont malheureusement pas tous bienveillants, et il faut laisser la justice faire ce qu'elle a à faire de son côté, sans laisser des gens qui éventuellement ne s'y connaissent pas en la matière ou qui ont une mauvaise intention derrière intervenir. Une telle mesure risque également d'altérer le comportement des orateurs et leurs discours, car même s'ils ne sont pas à la télévision nationale, ils savent qu'ils sont filmés. Cet espace neutre et équitable dont il est question sera brisé par la présence des caméras. On passera donc d'une rhétorique de salle à une rhétorique audiovisuelle, et je laisserai M. Édouard Maurice, député à la Commission des Affaires sociales, détailler cela. Nous avons, comme vous l'avez soulevé, la possibilité déjà d'assister à des procès en physique.
mais le public est tenu de respecter un rôle bien précis. En optant pour la diffusion des procès, c'est un procès à double vitesse pour lequel vous optez. Un procès qui aura un effet multiplicateur et une angoisse éventuellement montante chez la population. Je laisserai Madame Camille Tendron, députée à la Commission des affaires judiciaires, vous détailler cela. Ce soir, la justice française pourrait prendre un très grand tournant. En votant pour le projet de loi de notre gouvernement, c'est tout un système qui risque d'être mis à mal. Et il est de notre devoir de vous exposer les dangers de ce projet et les dérives qui peuvent en résulter. Car il nous tient à cœur que la justice demeure ce qu'elle est. Oui, la justice doit garantir la paix sociale, mais ce gouvernement propose sa... Face à un manque croissant de confiance dans la justice, propose de ne juste rien faire. Et nous explique que le projet que nous portons mènera nécessairement à un grand chaos social. Je suis désolé. Nous sommes désolés. Mais cela n'est pas le cas. Notre projet n'est jamais qu'une extension aux mesures de la technologie contemporaine de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit la publicité des procès. Personne ne pourra intervenir dans le procès. Aujourd'hui, si j'ai envie, si vous avez envie, si n'importe qui dans cette salle a envie, il peut se rendre à un procès. Et c'est la seule chose que nous garantissons. La justice, nous en avons déjà tous vu cette image. Celle d'une dame qui tient dans la main gauche une balance avec deux plateaux pour soigneusement peser le pour et le contre. Et dans la main droite, un glaive pour trancher. Et bien trancher et sur les yeux un bandeau. Car la justice est impartiale. Elle est aveugle à vos intérêts. Mais la justice, au-delà de cette image, qui l'a réellement vue? Alors oui, il y a les professionnels de la justice, les personnels de l'administration judiciaire. Et puis il y a les parties prenantes qui inévitablement ne savent pas y échapper. Chose que je ne souhaite à personne. Et enfin il y a un séral. Ou ceux qui aspirent en devenir. Les Grecs disaient de la justice qu'elle était la dernière immortelle à vivre parmi les hommes. Et lors de la corruption du monde, elle est montée aux cieux et elle est devenue les étoiles, que tout le monde peut observer. La justice ici, personne ne peut observer. En réalité, elle est derrière les portes closes de ces palais. Je prendrai votre question. Monsieur, sachant que les témoins n'ont pas le droit d'assister au débat du procès avant d'avoir été entendus, surtout quand ce dernier dure plusieurs mois, comment allez-vous assurer allez-vous les enfermer pour vous assurer qu'ils n'assistent pas justement à ce procès? Rien du tout par rapport à la réalité. Les témoins aujourd'hui peuvent bien discuter avec les personnes qui étaient présentes dans la salle. Et si ce n'est pas le cas, alors ce ne sera pas le cas non plus pour les gens qui regarderont à la télé, qui regarderont sur leur ordinateur. Je ne prendrai plus de questions, le temps de compter. La publicité des débats est un élément fondamental de notre démocratie. Et c'est celle qui garantit son bon fonctionnement. Et aujourd'hui, la justice n'est pas juste dans son fonctionnement. Si vous êtes un habitant de la Bourgogne qui veut assister à un procès à Paris, cela peut être particulièrement difficile de s'y rendre pour des premières contraintes géographiques. On ne parle pas des personnes à mobilité réduite, pour qui tout est un obstacle, y compris se rendre à un procès, au nom duquel la justice est ordonnée au nom du peuple et donc aussi de la personne. Et puis il y a des contraintes de temps, d'argent. Vous n'avez toujours pas la possibilité, ni financière, ni en termes d'autres activités peut-être très prenantes et nécessaires à votre famille ou autre, de vous y rendre. Bref, la transparence de la justice et la publicité des débats ne protègent pas les plus faibles, ni la prospérité. Et puis il y a des contraintes logistiques. Comme ça, l'audience fait 200 places, la 201e peut rentrer chez elle. La justice est injuste dans son fonctionnement même. En réalité, c'est du peuple tout entier que la justice tire sa légitimité. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. En rendant les débats plus facilement visionnables, on améliore la transparence, et donc on améliore le contrôle. On évite l'arbitraire, on évite la corruption. On obtient une justice davantage vraie. Ce n'est au final qu'en permettant à chaque citoyen de vérifier la fermeté du bandeau que porte la justice,
de peser le poids du glaive avec laquelle de bien scruter le mécanisme de la balance qui pourra se rendre compte qu'elle n'est pas visible. Je vous remercie. La justice est aveugle, elle n'est pas sourde. Ce bandeau qu'elle porte sur ses yeux lui cache la subjectivité, le maquillage même de la subjectivité. Et son oreille écoute les faits et uniquement les faits. En apportant cette caméra, ses yeux télévisés, donc on nous dit que c'est une sorte de télécommunication par ordinateur, il reste télévisé. On détruit ce concept et on amène une pression néfaste. En effet, ce que refuse d'admettre ce gouvernement, c'est qu'il est possible, à partir du moment où vous faites rentrer la caméra, d'amener à des questions de piratage. Et même n'importe qui depuis son ordinateur peut enregistrer la situation, peut apporter son portable, peut apporter quelque chose, un enregistreur. Et, en effet, pour ceux qui ont déjà assisté à un procès, vous savez, ne serait-ce que déjà en tant que public, vous comprenez déjà la différence. Chacune des parties est agencée au millimètre près. Chaque personne, que ce soit le juge, l'accusé, la victime, les avocats, se positionne à un endroit et doit pouvoir parler d'une certaine manière, d'une bonne direction. Cet agencement, il permet d'amener à une salle neutre, à une salle objective, où la subjectivité n'a pas sa place. Avec cette pression populaire, avec cette caméra, avec la possibilité de pouvoir amener à d'autres enregistrements qui se partagent, des avis qui sont beaucoup plus grands, en beaucoup plus grand public même, eh bien, vous créez un deuxième procès. Un procès populaire. Un procès qui n'est pas sur les faits, qui n'est pas objectif, mais subjectif. Ce procès ira même jusqu'à remplacer le premier. Pourquoi est-ce qu'un juge prendrait le choix politique? Pourquoi est-ce qu'un juge n'aurait pas peur de froisser le tonton énervé qui regarde la vidéo? Pourquoi est-ce qu'un juge ne préférerait pas justement éviter l'humiliation, l'ostracisation face à un public beaucoup trop nombreux et beaucoup trop volatile? Je vais prendre votre question. Préférez-vous que ce seul procès se déroule dans les médias, ce deuxième procès? Bien sûr que je le préfère, tout simplement parce que les médias ont des journalistes spécialisés sur des questions juridiques. On peut toujours trouver un média qui fait un travail mauvais, mais les plus grandes chaînes de télévision font toujours le travail de médiation. Et cela a toujours été le cas. Et c'est exactement ce que notre opposition souhaite préserver, le travail de médiation. Car ce procès populaire surpasse même le procès juridique. Eh bien, il transforme en final toutes ces règles. Les avocats se transforment en acteurs. On préfère jouer plutôt sur le public, qui est beaucoup trop grand, beaucoup trop volatile, comme je vous ai dit. Alors, on préférera peut-être, quitte à faire le procès, faire pression sur le juge et dire attention, il y a beaucoup trop de personnes qui vous écoutent. Ces caméras apportent une pression sur ces acteurs, comme notamment l'acteur principal, le juge, mais aussi sur les personnes qui portent plainte. En effet, je ne surprends personne en vous annonçant que être filmé, être observé parfois par une dizaine, par plus d'une dizaine, voire plus d'une centaine, on ne nous a pas cité de limite, eh bien, cela amène à une pression supplémentaire. On cite plusieurs effets. Le cas Hawthorne, qui amène à une pression où nous sommes beaucoup plus sous pression lorsque nous sommes observés.
Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'un accusé, justement, qu'une victime, qui aura pris tout le courage nécessaire pour porter plainte, pourra assumer cette pression que vous leur forcez d'un public encore trop vaste pour exprimer, pour plaider, pour assumer ce qu'elle a vécu. De même, pour la personne qui est accusée, pourra-t-elle admettre face à autant de personnes qui l'observent, autant de personnes qu'elle ne connaît même pas? Non, elle ne le pourra pas. Ce projet de loi vient détruire une pierre angulaire de la justice. Notre justice française ne se réalise pas sur une place publique. Et elle ne se réalise pas dans un bistrot, même si vous limitez le nombre de personnes. Elle se réalise dans un cadre légal, dans un cadre précis. Vos procès ne sont pas des foires auxquelles chacun peut venir. Dans notre France moderne, qu'est-ce donc que la République? C'est un grand acte de confiance. Voilà le message lancé, il y a de cela 100 ans, par un certain Jean Jaurès. Et voilà l'appel auquel nous répondons, nous gouvernements, à travers cette proposition. Et pourtant, je suis déçu. Je suis déçu car nous venons d'entendre de la bouche, même des héritiers de cette pensée française, que nous voulions jeter en pâture la justice. Alors même que cette justice est décidément, pour l'instant même, jetée en pâture, sans aucune défense, dans la France de Cyril Hanouna, dans la France de Twitter, dans celle qui ne fait aucune nuance, dans celle qui permet en fait de jeter simplement l'opprobre en 140 caractères sur notre justice, sur notre institution commune. C'est pour cela que face à cela, ce constat dramatique, nous voulons agir. Nous n'avons pas les mots de conservatisme et d'attentisme en bouche, comme cette proposition. En réalité, ce que nous proposons est tout à fait simple. Nous voulons protéger ce socle social qui est la confiance entretenue entre le citoyen et l'institution judiciaire. Ce socle, évidemment, s'érode, comme mes collègues vous l'ont déjà décrit assez amplement. Et c'est pour cette raison que nous n'avons plus de temps à perdre. Sans ce socle, la démocratie ne peut que vaciller. Je vous écoute, Monsieur, vous parlez de redonner confiance. Comment comptez-vous rendre compréhensible à tous cette justice complexe? Déjà, je suis assez étonné par votre question et par le mépris qu'elle envoie au peuple que nous représentons ici. À savoir que, effectivement, pour l'instant, elle est jetée en pâture, comme je vous l'ai dit, par tout le monde. Par n'importe quelle personne qui n'a jamais réussi à pouvoir se faire un avis objectif, c'est-à-dire de suivre un débat de A à Z et de connaître tous les tenants aboutissants. Pour l'instant, la seule chose que je connais quand j'écoute Cyril Hanouna, ce n'est certainement pas de la nuance. C'est pour cela, et c'est bien que vous posiez cette question, car j'y viens, nous voulons restaurer cette confiance perdue. Et la meilleure manière de le faire, c'est à l'instar de saint Thomas, car nous sommes des êtres rationnels qui avons besoin de sentir, d'appréhender la chose pour l'apprécier. C'est avant tout de montrer ces rouages complexes, de montrer cette institution intelligente que nos ancêtres ont créée, en quelque sorte de transformer cette machine froide et distante en une chaleur de l'âme, comme dirait Camus, en la rendant plus lisible, plus tangible, plus proche du citoyen. Ce n'est pas seulement une œuvre utile, mais c'est une œuvre essentielle que nous faisons, car nous assurons la légitimité démocratique, épistémologique et philosophique de notre justice. Et, excusez-moi du terme, je crois que tout le monde ici a besoin de comprendre véritablement comment fonctionne la démocratie et surtout comment fonctionne la justice. Mais nous sommes un peuple qui avons une vocation universelle. Nous sommes un peuple qui avons un devoir millénaire, celui d'éclairer, celui de montrer la voie. Et c'est ainsi que notre projet n'est pas un projet de petite main. Notre projet est en fait novateur, car il souhaite non pas seulement soigner les maux de notre justice, de notre petit lopin de terre,
mais montrer à la terre entière un modèle juridique, une science juridique exacte, une science juridique qui montre en fait la volonté d'un peuple de s'assurer que quiconque puisse comprendre et bénéficier d'un procès équitable. À travers cette vidéoconférence, excusez-moi, à travers cette publicité, évidemment, nous assurons, la publicité des débats, pour être précis, nous assurons évidemment à quiconque sur cette terre de pouvoir relativement facilement assister à ce qu'est la France. Chers députés, il est désormais temps de prendre conscience de notre devoir, qui nous traverse, qui nous enchaîne et qui nous dépasse certainement. De cette tâche immense et éternelle qui s'adresse devant nous et à laquelle nous avons l'obligation de répondre, cette tâche, c'est celle qui nous oblige à défendre, sans compromission aucune, ce qui fait le cœur, l'essence et la raison de vivre de notre nation. Celle qui vit un idéal bien particulier naître sur cette terre, celui d'une justice accessible à tous. Celle qui nous procure ce doux plaisir de pouvoir, ne fût-ce qu'un tout petit peu, encore frémir à l'évocation d'un rêve d'enfant, celui d'une justice comprise de tous. Je vous remercie. Allez Camille! Ce soir, ce gouvernement veut rétablir la confiance du peuple en la justice. À travers ce projet de loi qu'il défend, il va en réalité l'enterrer, ainsi que la sérénité du peuple et la justice en elle-même telle que nous la connaissons aujourd'hui. Vous voulez que la justice soit transparente, accessible à tous. Alors pour cela, vous allez donner la source brute, due à ce direct, sans d'avoir l'avis de quelqu'un qui est concerné et qui peut vulgariser des termes techniques, des concepts complexes. Messieurs, je suis désolée de vous l'apprendre, le droit ne s'apprend pas en 3 jours. Avec cette absence d'éléments nécessaires à la compréhension de notre principe de justice, nous allons perdre les citoyens. Nous allons les perdre avec ces règles. Et qui en bien même ils arriveraient à comprendre quelques notions, alors pourquoi ne pas faire ça avec le reste des professions? Pourquoi ne pas se retrouver avec des gens qui deviennent médecins après avoir lu le site Doctissimo et qui peuvent nous soigner nos rhumes et nos cancers? Messieurs, en voulant créer des avocats en herbe dans la population, en ne leur donnant que des informations tronquées ou erronées, vous allez leur faire croire qu'ils ont un avis objectif sur le sujet alors qu'ils n'ont pas tous les éléments. Vous allez également créer une justice à 2 vitesses. En effet, si nous voulons rendre ces procès compréhensibles pour tous, nous allons devoir rallonger la durée de ces projets pour expliquer plus en détail ce que les professionnels aujourd'hui n'ont pas besoin de préciser lors de leur, par exemple pour les avocats, lorsqu'ils plaident. On va donc se retrouver avec une justice qui des fois gère plus d'une dizaine, plus d'une vingtaine ou d'une trentaine de procès par jour, qui voit rallonger ces procès pour les rendre compréhensibles, alors qu'elle est déjà débordée. Je vous demande, messieurs, comment comptez-vous organiser cela? Et je prendrai votre question. Voulez-vous donc, si je vous comprends bien, donner un cours à quiconque qui, à l'heure actuelle même, peut se rendre dans n'importe quel tribunal pour assister à un débat? Monsieur, si nous donnons des informations à quelqu'un qui sont tronquées et erronées, mais que nous ne lui expliquons pas tous les tenants et aboutissants, pensez-vous qu'il va comprendre? Pensez-vous qu'il va avoir confiance en ce que l'on lui montre? Car en effet, avec ce principe de direct, c'est un film que l'on va regarder sur un site. Nous ne serons pas dans la salle, nous ne verrons pas les choses de nos propres yeux, nous les verrons à travers l'œil d'un caméraman ou d'un réalisateur, qui est un individu, avec un avis, avec des principes, avec sa propre vision de la chose. Comment espérez-vous qu'il soit objectif lorsqu'il filme, lorsqu'il peut choisir sur qui il zoome, sur qui il va mettre l'action, qui il va écouter, sur qui il va mettre l'emphase? Ce réalisateur va donner une vision tronquée de la situation. On peut alors se retrouver avec des informations qui vont être sorties de leur contexte. En effet, vous parlez d'éviter le constat populaire avec les réseaux sociaux, mais monsieur, si vous mettez vos informations sur un site, qu'est-ce qui vous met à l'abri que quelqu'un filme et remette ensuite
sur Internet ces vidéos, qu'est-ce qui l'en empêche? Qu'est-ce qui l'empêche, à tout hasard, de faire un montage avec différents procès qu'il aura pu voir pour mettre, par exemple, je ne sais pas, un top 10 des crimes les plus abominables commis par tel type de population? Comment pouvons-nous alors mettre en sûreté la population qui pourrait être visée par un biais d'exposition dû à ces montages? Comment pouvons-nous nous assurer qu'il n'y ait pas de stéréotypes qui circulent, qu'il n'y ait pas de mise en danger de la population par de la discrimination, qu'il n'y ait pas du danger tout court en fait, du danger physique et non seulement moral et non seulement physique pour cette population? On se retrouve avec un risque d'une réalité virtuelle qui prend le pas sur la vraie réalité. Tout le monde pourra donner son avis, mais n'aura pas été instruit là-dessus. On se retrouve donc avec une justice d'opinion et non plus une justice de fait. Et cela risque de créer un sentiment d'angoisse dans notre population. En effet, on connaît tous le principe des bad buzz, avec l'information qui circule de plus en plus, avec toutes les mauvaises informations, les bad news qui circulent. Comment nous assurer alors que la population ne se met pas à paniquer et à angoisser? C'est la paix sociale que vous mettez en danger avec votre projet de loi. Ce qui va en découler, c'est un flux d'informations continues qui, tel TikTok, défilera sans interruption pour montrer une réalité au mieux tronquée, au pire déformée. Les conséquences dangereuses sont la perte totale et définitive de la confiance en la justice, le mépris de la connaissance de notre peuple, la perte de la confiance de ce même peuple, la perte de la sécurité de ce peuple et la perte de la paix de ce peuple. Mesdames, Messieurs, l'opposition montre encore une fois toute l'absence de courage qui malheureusement la caractérise depuis de trop nombreuses années. Peut-être est-ce la raison pour laquelle nous sommes l'opposition et nous sommes le gouvernement. Madame la députée, vous n'êtes pas sans ignorer que c'est à l'usage que la justice apprend, selon les mots de Gabriel Roy. Nous avons confiance. Confiance dans l'intelligence de nos concitoyens qui sortent, faut-il le rappeler, des bancs de l'éducation nationale. Confiance dans le fait que chacun de nos concitoyens qui a un véritable intérêt pour ces procès juridiques, sinon il n'a aucune raison de faire la demande, pourra accéder par lui-même et grâce aux ressources que nos bibliothèques, que Internet lui mettent à sa disposition, à toute l'information qui lui sera nécessaire pour comprendre les enjeux de cette loi. Un coup, vous dites avoir confiance en une population éduquée, un autre nom qui sévit sauvagement sur Twitter. Où est le paradoxe au niveau de votre gouvernement? Rappelons une chose. Le but de la mesure est qu'une personne puisse, si il le fait la demande, 3 jours avant l'ouverture du procès, pas le matin même parce que soudain il aurait envie non pas de tweeter mais de regarder le procès, de le faire. Il y a donc un équilibre mûrement réfléchi entre l'accessibilité à tous et la nécessité d'avoir une certaine réflexion. C'est la différence entre le projet du gouvernement et ce que l'oiseau bleu peut offrir à nos concitoyens. L'opposition nous a beaucoup parlé d'une justice qui se donnerait en spectacle, d'une influence extérieure qui viendrait contraindre les décisions des jurés. Dans un autre contexte, je vous aurais donné. Ce contexte, c'était si le gouvernement avait proposé qu'une chaîne TV balance à tout va les débats. Mais cela n'est pas le projet de loi. Cela n'est pas ce dont nous débattons aujourd'hui. Ce que nous proposons en tant que gouvernement, le temps de compter, je suis désolé, c'est simplement
de garantir l'accessibilité de la publicité des débats à tous. Rien de moins, mais également rien de plus. Alors, mon cher collègue, membre de l'opposition, nous a parlé de PCC. C'était même, selon vous fait dire, ce qui faisait la légitimité de l'institution juridique. Mais c'est le paix social qui fait. C'est le paix social lorsque un membre de notre patrie qui veut se rendre à un procès pour une raison qui lui est propre, comme cela lui est permis, ne peut pas le faire. Pour des contraintes pratiques, parce qu'il est loin, parce qu'il vit peut-être à un endroit mal desservi. C'est encore la réalité pour trop nombreux de nos concitoyens. Vous semblez malheureusement l'ignorer. Heureusement, nous sommes là pour proposer un projet de loi qui viendra en aide à ces citoyens. Mesdames, Messieurs, seule une justice transparente est une justice digne de notre pays. Une justice dont nous serons fiers, car de fierté, c'est ça que nous voulons pour notre justice, comme pour toutes les institutions qui représentent à l'étranger. On vous l'a rappelé qu'un autre élément de notre projet de loi était la volonté de montrer au monde l'excellence de notre justice. Cette justice transparente, nous pourrons en être fiers. La publicité du débat, encore une fois, c'est de ça qu'il s'agit, avec notre proposition de loi, de la rendre accessible à tous. Elle est garantie. C'est même un droit fondamental, tel que consacré par l'article 601 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ces droits de l'homme, dans notre pays, est le verset. Alors, ce dont il s'agit aujourd'hui pour la France, c'est simplement d'être à la hauteur de son rôle de phare pour l'humanité. Et cela, afin que pendant encore longtemps, nous soyons un exemple d'exemplarité morale et que partout dans le monde, nous continuons de susciter l'admiration de tous. Je vous remercie. T'es le boss. Les portes s'ouvrent, vous pénétrez dans la salle, alors qu'un bruit que vous reconnaissez maintenant comme commun parvient à vos oreilles. Sur votre droite, vous pouvez observer un homme donner des ordres à des caméramans qui finissent de s'installer. Devant vous, des hommes maquillés finissent d'éclaircir leur gorge avant de prendre position, et vous prenez la vôtre, à votre place, attendant que le silence se fasse. Et lorsqu'il est fait, les caméras se mettent à marcher. Ça tourne. Le procès peut démarrer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, félicitons le gouvernement. Car le gouvernement a décidé de remplacer une justice neutre, une justice juste pour une justice spectacle. Là où le réel donnerait prétexte au divertissement. Alors vous avez bien fait votre travail de vendeur de carpette en nous vantant les mérites de votre loi, sans parler des contreparties du prix à payer. Eh bien, faites la moitié du travail, le reste se fera tout seul. Heureusement que tout seul, c'est l'opposition, et que le reste, ce sont les petits problèmes que vous avez essayé de nous cacher. Les problèmes techniques, sur l'espace neutre qui est détruit, l'espace qui est censé rendre la justice, une justice égalitaire pour tous. Cette salle attendait un juge, pas deux, messieurs, pas deux. Alors, ce public digital qui devient un nouveau juge, qui exerce une pression sur les membres en présence dans le tribunal, eh bien, vous leur forcez à ces membres en présence à avoir un double discours. Ils doivent parler aux personnes qui sont présentes dans la salle et aux viewers. Superbe. Eh bien, ce double discours, ce sera la dégradation à venir du système judiciaire. Et monsieur, je vais prendre votre question. Le membre de l'opposition peut-il nous expliquer en quoi un usage privé de ces images et non une diffusion télévisuelle amènerait à une justice spectacle, comme vous l'avez dit précédemment? Merci. Monsieur, tout le monde peut y accéder, non, à votre procès? Tout le monde peut venir le voir. Alors il suffit que moi et mes amis, 3 jours en avance, on se connecte, on décide de dire on veut voir ce procès, et on ira le voir. Et de toute façon, les personnes qui sont dans la salle, savent-ils qui les regardent? Non, la pression est toujours là.
En plus, votre gouvernement veut pointer une contradiction de moi qui n'existe pas, et pourtant vous en avez des contradictions, messieurs. Vous en avez même plein. Vous dites que c'est ouvert à tous. À tous. Mais vous notifiez comment? Vous parlez de publicité, mais comment la publicité? Comment vous voulez prévenir sur les centaines de milliers de procès qui se font avoir tous les jours? Comment vous voulez qu'on soit prévenus, nous les Français? Vous en parlez, mais à aucun moment vous n'expliquez. À aucun moment. Alors vous allez faire des choix. Vous allez peut-être en faire un. Vous allez peut-être choisir les procès qui vous arrangent. Et donc dans ce cas-là, il y aura peut-être les procès pimpants et les procès de fond de placard. Merci au gouvernement. Votre loi sur la diffusion en direct, c'est bien marrant. Vous me dites que votre loi n'est qu'une diffusion en direct, et pourtant j'entends votre deuxième ministre me dire téléconférence. Alors que juste avant, on avait dit que ça n'en était pas une. Il faudra choisir, monsieur. Et vous mettre d'accord quand vous faites une loi ensemble, c'est bien ensemble que vous la proposez, s'il vous plaît. Donc, également, on a des problèmes au niveau de la, du judiciaire. Pardon. Vous avez des problèmes qui vont venir à ce niveau-là, parce que, effectivement, tous ceux qui sont présents dans les salles, tous ceux qui vont être là pour justement défendre leur cas, vont devoir devenir des acteurs, vont devoir faire un autre métier que le leur. Vous changez la fonction d'avocat, vous changez la fonction de juge, merci encore à vous. Peut-être qu'au moins, dans notre très grand malheur, le gouvernement pourra se targuer d'avoir créé quelque chose, une sorte d'institution qui permettra de rivaliser avec TikTok. Un peu plus triste parce que vous regardez ça, les procès qui durent 5 minutes, là, la plupart des procès d'ailleurs, c'est ça, hein, 90% des procès durent 5 minutes, selon l'INSEE, en France. Donc merci, hein, 5 minutes de procès, je me les tape tous les matins, et hop, une dépression. Merci à vous. C'est ce que vous allez faire. Vous allez créer de l'angoisse chez nos citoyens. Nos citoyens vont avoir peur. Parce que oui, il y a l'effet multiplicateur. Un peu comme l'image des faits divers. Vous passez plein de crimes, plein de procès en permanence. Et qu'est-ce qui se passe pour les citoyens? Ils vont avoir l'impression d'être dans une société où l'insécurité règne. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour votre pays? Vous voulez éduquer, vous allez juste traumatiser. Vous voulez éduquer d'ailleurs. Ou à l'éducation, pas de vulgarisation. Vous avez balayé ça, mais les études de droit, excusez-moi, ça ne se fait pas en 6 minutes, sinon je les aurais bien fait. Enfin bon, la justice a besoin d'un espace codifié et juste. Introduire un espace digital, c'est exploser ses codes. Le public a une place définie, un rôle strict. Il n'intervient pas, il ne se manifeste pas. Oui, monsieur, il n'interfère pas avec la justice. Alors si l'intention est louable du côté du gouvernement, on l'entend à l'opposition. Et si la fin justifie les moyens, qu'est-ce qui justifiera la fin? La fin d'un système judiciaire. La fin de l'égalité pour tous. La fin de la vraie, de l'unique transparence. Ouais, bien joué Hugo!